Bonjour à tous. J'ai fait un topo qui est peut-être un peu long, donc Pierre, hésite pas à m'interrompre. Donc je vais vous faire le topo sur les dermohypodermites bactériennes. L'objectif de ce topo, ça va être de reparler des dermohypodermites bactériennes non nécrosantes et de bien identifier les signes, devant une dermohypodermite bactérienne qui doit vous faire évoquer une forme, nécrosante ou une forme, compliquée. Pour commencer, la dermohypodermite bactérienne non nécrosante, c'est, majoritairement lié au streptocoque, notamment au streptocoque du groupe A. On parle, d'érésipèle quand on a une dermohypodermite, streptococcique et en fait, il faut savoir que c'est une maladie, toxi-infectieuse. C'est-à-dire que la charge, bactérienne, elle est extrêmement faible et la réaction inflammatoire, elle est essentiellement liée à une hypersensibilité, à l'antigène streptococcique. Il y a plusieurs facteurs de risque que vous connaissez, sans doute très bien. Le fait d'avoir de l'œdème des membres inférieurs, du lymphœdème, de l'insuffisance veineuse. Le surpoids et l'obésité sont également des facteurs de risque et l'un, des principaux facteurs, c'est d'avoir une porte d'entrée, cutanée qui est dans l'immense majorité des cas, un intertrigo qu'il faut, absolument, s'acharner à rechercher et à traiter puisque ça permet de prévenir également les récidives. Les autres portes d'entrée qui sont, assez classiques, ça va être les ulcères, les plaies, les escarres, les dermatoses, notamment les dermites de Stase, chez les patients veineux, insuffisants, enfin chez les patients qui sont insuffisants veineux. Le tableau, il est assez, typique. C'est un début qui est brutal, unilatéral et j'insiste sur le caractère, unilatéral, qui va associer de la fièvre, un œdème inflammatoire et une douleur. Le diagnostic de dermohypodermite bactérienne, il est exclusivement clinique. C'est-à-dire quand on a ce tableau qui est assez, typique, on n'a pas besoin de faire une prise de sang, on n'a pas besoin de CRP pour poser le diagnostic. Ça touche majoritairement, les membres inférieurs et très régulièrement, on a une adynopathie de drainage, dans à peu près un cas sur 2. Je vous ai remis des photos qui sont, assez, classiques, des résipelles qui posent normalement pas de problème, diagnostic. C'est, assez important quand vous voyez vos patients de bien délimiter la dermohypodermite avec un feutre puisque quand vous allez les réévaluer 48 heures plus tard, si la dermohypodermite s'est étendue sous antibiothérapie, c'est un signe de mauvaise évolution, clinique. D'autres, images, de dermohypodermite sur ulcère. Sur des dermohypodermites du membre inférieur, il faut toujours rechercher un lymphœdème, notamment chez les patientes qui ont eu des néoplasies du sein, opérées avec curage. Sur des phototypes 5-6, parfois, c'est un peu moins évident de faire le diagnostic. En tout cas, l'érythème peut manquer, mais quand on a le tableau de fièvre, d'apparition brutale avec un œdème unilatéral, ça permet, de poser le diagnostic, assez rapidement. On peut avoir des formes bulleuses, c'est assez classique. Parfois, on a tellement d'œdème dermique que finalement l'épiderme va se décoller. Un érysipèle bulleux, c'est pas un critère de gravité en soi. On peut avoir des formes très purpurisées chez les patients qui ont, beaucoup de dermite de Stase, ou qui sont, thrombopéniques. Et je voulais parler aussi des localisations plus inhabituelles. On peut avoir des érysipèles de la face. C'est des patients qu'on voit en pratique très souvent aux urgences. C'est pas si rare les érysipèles de la face, c'est la deuxième localisation, après les membres inférieurs. Ça donne un tableau, brutal de placard inflammatoire, souvent unilatéral. On dit classiquement qu'il y a un bourrelet périphérique, ça je trouve que c'est pas le truc le plus évident à voir et il faut toujours rechercher une porte d'entrée au niveau de la face. Classiquement, là, par exemple, les résipèles périauriculaires, il faut, rechercher, une plaie du conduit auditif, externe. Les érysipèles de la face, on les voit souvent en urgence parce que, on va dire qu'il y a 2 diagnostics différentiels principaux. Premièrement, il y a les zonas de la face à la face prévésiculeuse qui peuvent avoir un tableau qui ressemble et puis surtout le diagnostic qu'on redoute tous, c'est la staphylococcie maligne de la face, qui a une histoire clinique qui est assez différente. Souvent, c'est des patients, qui vont s'être manipulés des furoncles, dans le triangle centrofacial et qui vont développer une dermohypodermite centrofaciale avec souvent un œdème périorbitaire. C'est des patients qui vont être très altérés, qui vont être fébriles, qui vont être graves et la principale complication, de la staphylococcie maligne de la face à rechercher, ça va être la thrombophlébite des veines faciales et du sinus caverneux. Donc il faut systématiquement rechercher des signes, qui peuvent faire évoquer une thrombophlébite, une baisse d'acuité visuelle, une diplopie, une paralysie oculomotrice et des céphalées. Sur les autres localisations inhabituelles, une chose, importante à mon sens, c'est quand vous avez une dermohypodermite qui touche un autre site que la face ou les membres, il faut se poser la question d'une infection profonde sous-jacente avec une dermohypodermite par continuité. C'est pas normal de faire une dermohypodermite cervicale ou une dermohypodermite qui s'étend vers le médiastin chez un patient fébrile. C'est des patients qu'il faut adresser aux urgences pour qu'il y ait des imageries, pour rechercher un foyer dentaire, une médiastinite et pareil pour les dermohypodermites, abdominales, on en a temps en temps dans le service.
C'est pas normal de faire une dermohypodermite du ventre, je parle pas des dermohypodermites du périnée, et dans toute dermohypodermite du ventre, il faut rechercher une infection intra-abdominale. Les 2 premières images, c'était une rupture de tumeur stromale avec une péritonite localisée et une dermohypodermite, au contact. Et la dernière photo, c'était une dermohypodermite de continuité sur un plastron appendiculaire, et ça, on en a déjà vu, des patients, similaires dans le service. Pour le traitement, la pierre angulaire du traitement, c'est l'amoxicilline et pas l'augmentin, 50 mg/kg en 3 prises maximum, 6 grammes par jour. Si, votre patient est allergique, on propose de la clindamycine, avec une dose à adapter, en fonction du poids et le traitement, c'est 7 jours. On a dit, c'est, le la dermohypodermite non nécrosante, c'est une maladie avec une très faible charge bactérienne et donc 7 jours d'antibiotiques, ça suffit pour obtenir une défervescence thermique et une desquamation superficielle qui est un signe que la dermohypodermite, elle va mieux. Par contre, effectivement, les patients peuvent garder pendant 2 à 3 semaines un œdème inflammatoire, qui régresse très lentement. La place de l'augmentin, parce qu'on voit souvent des patients, qui sont mis, sous augmentin pour des dermohypodermites. Il y a que 3 indications, dans les recommandations. Dans les dermohypodermites de l'enfant, ça a été encore retenu, pour le traitement des dermohypodermites dans les dernières recommandations du groupe d'infectiologie pédiatrique. Probablement, c'est parce que dans les dermohypodermites de l'enfant, il y a un peu plus, de staphylocoque aureus, même si le streptocoque reste, le coupable numéro un. Les plaies par morsure d'animal et les dermohypodermites sur pied diabétique. Quand on a une dermohypodermite qui survient sur un mal perforant plantaire qui est présent depuis plus de 4 à 5 semaines, on se dit qu'il y a plus de risques qu'il soit colonisé à des BGN, des germes anaérobies, complexes. Tout ça pour dire que quand on a une dermohypodermite sur un ulcère, c'est pas une indication à mettre, une antibiothérapie par augmentin puisque dans l'immense majorité des cas, c'est des dermohypodermites streptococciques. Les mesures associées, ça va être du repos, surélever le membre inférieur, si c'est une dermohypodermite du membre inférieur et surtout la principale complication des dermohypodermites non nécrosantes, c'est la récidive. Donc l'objectif, ça va être d'éviter la récidive. Donc dès que les patients sont moins douloureux, on propose le port de bas de contention pendant 3 à 6 mois, voire, au plus long terme s'il y a une indication à ce qu'ils les gardent et il faut traquer l'intertrigo et le traiter. Le traitement, c'est un traitement anti-fongique topique, celui que vous voulez, c'est 2 fois par jour. Le seul qui s'applique une fois par jour, c'est l'Amicor et puis si vous êtes très sérieux et un peu psychorigide, on leur dit de mettre de l'éconazole dans les chaussures et de laver leurs chaussettes à 60 degrés pendant au moins 3 semaines. Toute dermohypodermite, c'est l'occasion de refaire le point sur le statut, vaccinal de vos patients et notamment sur la vaccination, antitétanique. Et pour terminer sur les formes non nécrosantes, on a vu que la principale complication, c'est la récidive et donc à partir de 2 épisodes, de dermohypodermite non nécrosante chez vos patients, il y a une indication à débuter une antibioprophylaxie. Nous, dans la grande majorité des cas, on utilise l'uracyline, la pénicilline V, 1 à 2 millions d'unités en comprimés, selon le poids de votre patient. La benzatine pénicilline, l'extensiline, on l'utilise jamais en pratique. C'est des injections intramusculaires qui sont, extrêmement douloureuses, donc on le fait jamais en pratique. Et maintenant, les dermohypodermites nécrosantes, on va faire simple, on va dire que d'un côté, il y a les infections non nécrosantes des tissus qui relèvent d'un traitement exclusivement médical et de l'autre côté, il y a tout ce qu'on appelle les dermohypodermites nécrosantes, les fascites nécrosantes, les myosites nécrosantes, qui sont un même groupe de pathologies qui relèvent d'une prise en charge chirurgicale. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que c'est un diagnostic qui est difficile à faire et qui est difficile pour tout le monde, pour les médecins généralistes, mais aussi pour les urgentistes, les dermatologues, les infectiologues, les chirurgiens. Il y a une dermohypodermite nécrosante sur 2 qui est pas diagnostiquée à l'arrivée aux urgences. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'il y a à peu près 2 formes de dermohypodermite nécrosante clinique. Il y a les formes qui sont cataclysmiques, où là, il y a absolument aucun doute diagnostique sur le fait qu'il faut envoyer les patients rapidement au bloc opératoire puis en réanimation. Je vous ai mis un cas qu'on a eu, très récemment dans le service. C'est une patiente qui était arrivée en choc septique aux urgences avec une grosse jambe rouge, un gros réseau livédoïde extrêmement suspect et plusieurs zones de nécrose. C'est une dermohypodermite nécrosante à Capnocytophaga canimortius. Et puis, il y a une autre partie des dermohypodermites nécrosantes qui sont dites intermédiaires, qui représentent la plupart des dermohypodermites nécrosantes maintenant, qui ont un tableau vraiment très frustre, et qui sont en fait l'évolution secondairement défavorable d'une dermohypodermite qui a pu être jugée médicale au début. Pour vous donner un exemple, on prend ce patient qui avait une dermohypodermite très purpurisée, sans critères évidents de gravité au diagnostic, si ce n'est un terrain fragile d'immunodépression, de diabète. Et en fait, à 48 heures, il y a une évolution qui est défavorable avec
un décollement bulleux, mais qui peut se voir sur des formes qui sont, pas nécrosantes, on a vu. Une zone un peu livédoïde cyanotique très suspecte et l'apparition d'un purpura nécrotique et de bulles hémorragiques nécrotiques, c'était une dermohypodermite nécrosante. Les facteurs prédisposants, ça va survenir sur des terrains majoritairement fragiles, donc des patients qui sont âgés, qui sont immunodéprimés, des patients diabétiques, des patients obèses. Hem, à la différence des formes non nécrosantes, on a une charge bactérienne qui est très élevée dans les formes nécrosantes et on va dire qu'on a 2 profils microbiologiques. On a d'une part la dermohypodermie nécrosante qui survient chez les patients fragiles dont on a parlé qui sont polymicrobiennes et d'autre part, dans 20 des cas, on a des formes monomicrobiennes streptococciques ou staphylococciques qui surviennent chez des patients qui sont plus jeunes, et notamment on en a eu finalement pas mal il y a 2 3 ans, à l'hôpital puisqu'il y avait une recrudescence des infections invasives à Streptoa. Rapidement, je passe sur les facteurs déclenchants. Dans 70 des cas, il y a un facteur déclenchant, soit un traumatisme, ouvert, soit un traumatisme fermé. L'importance de rechercher un traumatisme fermé, notamment dans les formes nécrosantes streptococciques, c'est que quand on a un portage oropharyngé du streptoa, il peut passer dans le sang et à l'occasion d'un traumatisme contondant musculaire, les cellules musculaires, elles peuvent exprimer une protéine qui s'appelle la vimentine et en fait, le streptocoque a une très forte affinité pour la vimentine et il peut se fixer directement à la surface, musculaire et donc donner un début de fascite nécrosante qui progresse de la profondeur vers la superficie, ce qui explique que parfois on a des tableaux graves avec des patients qui ont des présentations cliniques assez frustes, parce que la nécrose va de la profondeur vers la superficie. Les signes de gravité, donc les signes généraux que vous connaissez, de l'instabilité hémodynamique, de la défaillance d'organes. La chose importante, c'est dans un cas sur 2, les patients ne sont pas forcément fébriles. Les signes cliniques, je pense que vous avez aussi en tête, l'hypoesthésie, le fait qu'il y ait une extension rapide, d'où l'intérêt de toujours détourer ou régulièrement détourer les dérésipèles chez vos patients pour s'assurer que ça ne s'étende pas trop rapidement. La nécrose et il y a 3 signes, je pense, qui sont importants à garder en tête. C'est l'hyperesthésie. Si vous avez un patient qui est extrêmement douloureux, qui a une douleur qui est complètement disproportionnée au toucher, c'est un signe qui doit vous inquiéter. Et les 2 autres signes, c'est si vous avez des plages bleutées, cyaniques qui apparaissent sur la dermohypodermite et si vous avez des zones livédoïdes, c'est-à-dire des réseaux violacés branchés qui apparaissent sur la dermohypodermite. Les crépitations, ça ne se voit plus, c'était surtout décrit sur les dermohypodermites à Clostridium perfringens, on n'en voit plus, en tout cas, j'en ai jamais vu. Et ensuite, il y a les signes de gravité, biologiques. Donc au total, on a vraiment un continuum entre, d'une part, les dermohypodermites qui sont non nécrosantes de diagnostic, parfois sans diagnostic, univoque, qu'on traite, par antibiotiques. À l'opposé du spectre, on va avoir les dermohypodermites nécrosantes, les fascites nécrosantes, qui peuvent être soit de présentation cataclysmique, soit parfois, de présentation un peu plus, on va dire difficile, mais qui relèvent d'une urgence chirurgicale. Et au milieu, on a toutes ces dermohypodermites qu'on appelle intermédiaires, qui peuvent être des dermohypodermites jugées médicales au début, puis qui vont avoir plein de critères vraiment atypiques ou de gravité quand vous allez les réévaluer. Et c'est ces patients-là qu'il faut absolument adresser aux urgences. Nous, devant des dermohypodermites, je ne vais pas m'étaler, mais à l'hôpital, quand on a une dermohypodermite intermédiaire, où on n'est pas sûr à 100 que c'est une forme nécrosante, mais on a vraiment des gros doutes, on fait une IRM de la jambe ou du site infecté, et ça nous permet de voir des petits signes de nécrose débutants au niveau des tissus profonds. Donc il y a vraiment un spectre de prise en charge médicale jusqu'à la prise en charge chirurgicale. Je vais vous montrer plusieurs photos pour que vous visualisez un peu les choses. J'espère que ça rend bien. Hem, sur la première photo, donc ça, c'est une dermohypodermite, nécrosante avec un retard de prise en charge. On a une dermohypodermite avec un réseau, violacé, purpurique et on voit que ce réseau purpurique, il va vraiment s'aggraver et s'étendre rapidement à J2. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment un halo de vasoconstriction autour du purpura. Ça, c'est un signe qu'on voit souvent sur les dermohypodermites et qui est assez inquiétant puisque souvent, c'est de la vasoconstriction prénécrotique. Et d'ailleurs, on voit bien sur la dernière photo que tout le halo de vasoconstriction a complètement, nécrosé. C'est une patiente qui est décédée, malheureusement. Au tableau de dermohypodermite nécrosante, une patiente qui a une jambe rouge et qui a une zone, cartonnée blanchâtre au centre de la jambe avec vraiment de la nécrose noire, autour. Cette nécrose, cartonnée blanchâtre, c'est de la nécrose blanche, donc c'était déjà de la nécrose
Et 12 heures plus tard, on voit qu'elle a un aspect un peu trop pâle, blanchâtre à la face postérieure de la cuisse. Elle a un réseau livédoïde qui se voit pas très bien sur la photo. Et puis on voit sur la dernière photo qu'elle décolle. Donc ça, c'est pour montrer que c'est hyper fréquent que les dermohypodermites décollent. Elle, c'était d'emblée une dermohypodermite nécrosante qui a été prise en charge au bloc opératoire à J2, donc trop tard, qui est décédée également. Une forme un peu plus intermédiaire, une patiente qui avait une dermohypodermite, plus de fièvre, mais un décollement, une dermohypodermite qui évoluait pas trop. On voit qu'on a des zones violacées, cyaniques, au pôle supérieur du décollement. On voit à J3 que ça évolue pas trop, que la plage violacée cyanique, elle s'étend un peu. C'est une patiente pour qui on a fait une IRM, qui ne retrouvait pas de signes, d'atteinte des fascias profonds. Et finalement, elle a fini par évoluer favorablement sous antibiothérapie large spectre. Donc ça, c'est typiquement les dermohypodermites intermédiaires qui peuvent soit basculer du mauvais côté, et donc vers une dermohypodermite nécrosante, soit basculer vers des formes médicales qui finissent par évoluer bien sous antibiothérapie. Encore un cas d'hermohypodermite qui était nécrosante. On a un purpura qui s'étendait rapidement. On voit autour du purpura qu'il y a encore un petit halo de vasoconstriction et on voit sur la deuxième photo qu'il y a vraiment ces plages cyaniques bleutées sous-cutanées dont je vous ai parlé. Également, c'était une fascite nécrosante. C'est une patiente qui a été opérée. Pour terminer, c'est une patiente qu'on a eue très récemment là dans le service, une patiente qui arrivait en choc septique, aux urgences, qui est obèse, qui est pas immunodéprimée, qui avait eu un traumatisme du genou, une semaine avant avec, l'ecchymose que vous pouvez voir et qui n'avait pas d'autre point d'appel infectieux que cette dermohypodermie qui était, en tout cas, cliniquement, dermatologiquement pas si, suspecte que ça. Mais comme elle était en choc septique, elle a quand même été au bloc opératoire et en fait, c'était, une, ouais, c'est photo un peu choc. C'était, une fascite, nécrosante. C'est une dame qui est passée 5 fois au bloc opératoire pour des nécrosectomies, successives. Heu, voilà, donc globalement, il faut réévaluer tous les patients à 48 heures, c'est hyper important et il faut apprendre aux patients enfin, pardon, excusez-moi. Il faut vraiment, expliquer aux patients les signes qui doivent les faire reconsulter en urgence, à savoir une dermohypodermite qui s'étend, rapidement, une douleur qui devient insupportable, insomniante et s'ils constatent l'apparition de zones violacées, ou nécrotiques. Je vous ai mis quelques diagnostics différentiels, mais je pense qu'on va passer rapidement par manque de temps. Les syndromes de Loge qui peuvent, donner, des tableaux, qui ressemblent avec une histoire clinique qui est, différente. Le pyoderma gangrenosum, je pense qu'on va passer, on pourra y revenir, si ça vous intéresse plus tard. Pareil pour la dermite livédoïde de Nicolas Hou, en gros, ça se voit chez les patients usagers de drogues injectables. On en a eu, 3-4 dans le service en 2 mois, donc je me suis dit que c'était intéressant qu'on en parle. C'est ces patients-là qui malheureusement s'injectent en intra-artériel par erreur. Comme c'est des produits qui peuvent être assez huileux, ou, épais, ça entraîne des thromboses vasculaires avec un livédo d'aval et très souvent, ils ont une dermohypodermite associée et donc quand ils arrivent aux urgences, c'est des tableaux qui sont extrêmement impressionnants, où on se dit qu'ils ont une dermohypodermite nécrosante et en fait, sous antibiothérapie, la dermohypodermite va rentrer dans l'ordre très vite et il va juste persister, ce livédo, thrombotique. Les morsures d'araignée, ça peut donner des trucs assez catastrophiques aussi, ça c'est des cas de l'oxocélisme. Et je voulais, finir, rapidement vers 2 avec 2 dermohypodermites particulières. La pasteurellose par inoculation, c'est la première cause d'infection de plaie par morsure de chat ou de chien, et ça a la particularité d'avoir une incubation très brève, c'est-à-dire que les patients sont mordus et dans les 6 heures, ils développent un tableau de dermohypodermite, douloureuse avec souvent un écoulement séreux, et c'est un germe qui est sensible à l'amoxicilline, à l'augmentin, donc ça ne pose pas de problème, de ce côté-là. Et l'autre chose, c'est le rouget du porc. C'est une dermohypodermite à Erysipelotrix qui est un bacille gram positif. L'inoculation, elle se fait via les os de porc, les os de mouton. Et en fait, en Bretagne, ça se voit chez les poissonniers, chez les pêcheurs, puisqu'on peut avoir aussi des inoculations par des arêtes de maquereau, par les crustacés, les coquillages. C'est une incubation de moins d'une semaine et c'est souvent en fait des dermohypodermites de la main. Donc, il faut savoir y penser chez vos patients pêcheurs sur les bords de mer. Et c'est une maladie professionnelle. Je vous remercie pour votre attention.